Bonjour les amis, aujourd'hui dimanche 7 juin, on va parler un peu du Congo, de l'actualité de la semaine et surtout ce qui s'en vient dans notre pays et dans tout ce qu'on pense pouvoir souhaiter. La première chose que j'aimerais faire intervenir dans cette analyse, c'est la situation des Lituri. Vous savez très bien, chers amis, le président Tshisekedi avait nommé le général Luboya Kashama Johnny comme gouverneur militaire dans cette province sous l'état de siège. Personne ne connaissait, en tout cas, à part les militaires entre eux et puis tout ce monde-là. Je pense pas que beaucoup d'entre nous connaissaient qui était ce général et puis ça faisait ni chaud ni froid. Aujourd'hui, le personnage est nommé à la tête de la province. 5 ans plus tard, ceux qui l'ont nommé décident de le relever de ses fonctions. On ne sait pas dans quelles circonstances. Est-ce pour lui confier d'autres tâches encore plus importantes ou puisqu'ils ont remarqué quelque chose qui ne va pas et qui veulent apporter le changement. Dans les deux cas, souvenez-vous, là, ça reste un militaire. Un militaire, il ne reste pas au même poste de façon éternelle. Il a été là avec une mission donnée. Probablement qu'il a accompli sa mission et qu'aujourd'hui, sa hiérarchie trouve que le but est atteint et puis qu'il pouvait relever d'autres défis. Comme je l'ai dit dans une courte vidéo que j'ai postée à chaud, après la décision de sa hiérarchie, j'ai relevé quelque chose. Vous savez, quand un militaire arrive quelque part et puis s'enracine et puis fait des ramifications, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'il peut arriver que l'efficacité diminue ou que la personne prenne un peu plus de place. Et dans le deuxième cas, c'est ce que je voulais apporter comme élément. Johnny Luboya a été, je pense, au début de cette année, le président de la République avait envoyé, comme il est de coutume, un autre général, Chiko Chitambwe, pour une mission d'inspection. Il a été, dans un premier temps, il a été envoyé à Kisangani pour voir le matériel, puis regarder qu'est-ce qu'il y a, puis passer aussi dans l'Ituri, puis faire la même chose, passer au front, inspecter les troupes, puis voir qu'est-ce qu'on a, et lui faire rapport. L'étape de Chiko à Kisangani s'est déroulée sans encombre, et arrivé dans l'Ituri, Luboya, qui se voit comme le roi de l'Ituri, puisque, avouons-le, il est apprécié par la population là-bas, il s'est mis à bouder le général Chiko, pourtant envoyé par le président. Quand l'autre a été le rencontrer pour lui présenter la lettre de sa mission, puis le général Luboya ne l'a pas pris d'un bon œil, et puis apparemment il était très fâché. Puis il a traité le président de la République de tous les noms, le rabaissant. Des mots pas, en fait, des noms pas trop civilisés, je peux dire ainsi. Donc il a dit des choses qui ont fâché même
le général Chico qui est sorti en claquant la porte. Puis celui-ci l'a intimé l'ordre de revenir, et puis Chico n'est jamais revenu, puis il a fait sa mission, puis il est reparti. Apparemment, de ce qu'on entend, Chico commençait qu'est-ce que j'allais dire? Le général Luboya commençait à emmener un peu plus large. Il s'est considéré comme le roi de l'Ituri, puis que personne ne peut venir rien faire dans sa zone d'influence, et puis personne ne peut se permettre de venir là, puis de lui dire quoi faire. Il a oublié qu'il doit répondre à une hiérarchie, et cette hiérarchie a pour sommet le président de la République. En se comportant de cette façon-là envers Chico, c'est comme s'il le faisait aussi au président de la République. Voilà un point que je voulais apporter. Souvenez-vous, le lieutenant général Luboya n'était pas seulement le gouverneur militaire, il était en même temps le chef des opérations. Donc, beaucoup trop de pouvoir entre les mains d'un même individu qui a cru penser qu'il était dans sa zone d'influence et que personne ne pouvait lui dire quoi faire, à part probablement Dieu. Puisque c'est comporté de la sorte quand quelqu'un te dit que je viens de la part du président de la République, et puis que tu te comportes, puis tu sors des mots. Lui, il n'a pas pensé qu'il était enregistré en ce moment-là par son interlocuteur, et sûrement que l'audio est parvenu au président de la République qui a entendu comment il était traité par quelqu'un en qui il avait placé confiance en ce monsieur du général Luboya. Vous comprenez un peu parfois, c'est des sous-cartes que tout le monde n'est pas au courant, puis des fois on grille, puis on dit des choses, mais on ne sait pas qui a nommé le général Luboya pour qu'il aille en Ituri. C'est le président de la République lui-même, et qui le relève de ses fonctions. C'est le même président, et il sait pourquoi il avait nommé, il sait pourquoi il enlève aujourd'hui. Donc, faisons confiance au président de la République, et puis dossier clos. On revient encore sur un autre dossier, c'est celui de l'Église du Christ au Congo. Ils ont eu tout au long de cette semaine leur conclave pour donner leur position sur la Constitution. Oui, la Constitution qui fait débat de nos jours. Tout le monde parle, on change la Constitution, on ne change pas la Constitution, puis cela étant, moi, ce que j'aimerais apporter comme point de vue personnel, ça reste personnel, il faut le dire, c'est que, d'abord, étayons les faits. Les CC s'est réuni, la haute direction de l'Église du Christ au Congo s'est réunie, puis ils invitent pour se faire éclaircir, coup sur coup, Martin Fayoulou, le professeur Mbata, et puis Kabouya, le secrétaire de l'UDPS. Dans quel objectif ils les ont entendus? C'est pour qu'ils puissent les éclaircir sur cette histoire de changement de constitution, et puis à la suite, eux vont pouvoir prendre la position de l'ECC sur le sujet. Tiens, bonne initiative de prime abord, mais sauf que là où le bas blesse, ce sont les conclusions qui vont amener suite à cela. Souvenez-vous que l'ECC et l'Église catholique, depuis un certain temps, sont ensemble dans cette histoire de dialogue inclusif avec les rebelles et les politiciens de l'opposition qui sont à Kinshasa. Vous savez certainement que ce n'est pas un sujet qui fait l'unanimité, puisque pour la plupart des Congolais avertis, le fait que d'inclure
un dialogue de gens comme les Kabila, les Nanga, les Moïse Katumbi, puis équivaudrait à avaliser le méfait que ces gens-là ont, ou le tort qu'ils ont causé aux Congolais, ou des morts qu'ils ont infligés à notre pays. Souvenez-vous, là, la boucherie que ces gens-là ont fait à leur arrivée à Goma. Puis ça ne nous quitte pas en mémoire. Et puis aujourd'hui, nous mettre à la même table avec ces gens-là pour parler Congo, certes, ils le font dans le cadre de Doha. Certains diront que non. S'ils le font à Doha, pourquoi ils ne le feront pas de façon solennelle avec le reste de la classe politique au Congo? Vous savez très bien que le président Tshisekedi n'a jamais été l'artisan de cette histoire de ce qui se passe à Doha. Mais par contre, puisque la communauté internationale y a contraint, puis y a accepté malgré lui, juste pour ne pas trop froisser ses partenaires. Mais dans la réalité des faits, vous savez tous que le président Tshisekedi, si ça ne dépendait que de lui, il n'aurait jamais accepté de se mettre à la même table que ces rebelles-là pour pouvoir discuter. Cela étant, je ne vois pas comment on pourrait faire un dialogue qui pourrait comme laver ces rebelles-là, parce que pour faire un dialogue, souvenez-vous, avec Nanga, avec Kabila, avec Bissimo, qui sont tous des condamnés de la justice congolaise, il va falloir que le président Tshisekedi sorte une ordonnance pour, en quelque sorte, gracier ces gens-là, puisque sans quoi, ils ne peuvent pas venir s'asseoir à la même table avec les gens du gouvernement. Ce qui serait très grave que le président Tshisekedi procède de cette façon, quand bien même il sait très bien que la grande majorité des Congolais ne sont pas de cet avis. Donc on ne peut pas comprendre comment le président Tshisekedi pouvait accepter de gracier ces gens-là pour venir s'asseoir à la même table. Qu'à cela ne tienne, revenons à nos moutons pour parler de ce conclave de l'ECC pour donner leur position par rapport au changement de la Constitution. Quand on revient là-dessus, à la surprise générale d'une certaine façon, puisqu'on a pensé que ces gens-là, en se réunissant, puis en écoutant les différents intervenants, ils allaient apporter un point de vue équilibré par rapport à cette situation de changement au pas de la Constitution. Mais au finish, ils viennent nous dire quelque chose qui, à mon avis, devient un peu... je ne sais pas quoi le dire. C'est un peu compliqué, puisque quand ces gens-là viennent dire que non, ok, il y a des articles de la Constitution, certes, qui peuvent être changés. On peut faire une révision de certains articles. Et que s'il faut changer la Constitution, il faut écouter aussi le peuple. Ce qui n'est pas mal, puisque quand on va aller au référendum, c'est pour consulter le peuple et pour que le peuple se prononce. Mais là où ils vont, où ils touchent... où ils bottent en touche plutôt, c'est quand ils disent que avant tout changement ou toute révision de la Constitution, il faut d'abord un dialogue national inclusif. Tiens. Ils reviennent à leur position naturelle qu'ils ont toujours adoptée avec l'Église catholique. La position qui les a amenés à sillonner le monde. Aller voir Museveni, aller voir Paul Kagame, aller voir Ruto du Kenya, aller voir Macron, puis circuler à gauche, à droite, aller au Qatar, pour finir par vendre un plan qui n'en était pas un, qui était... tout simplement de la trahison. Sauf que le président de la République, Félix Tshisekedi, a été clairvoyant en disant stop à toutes ces manœuvres, puis en posant des conditions, que si dialogue il y a,
Ce serait à son initiative et à son initiative seulement. Et puis, c'est un dialogue qui ne devait pas inclure des gens qui n'ont pas condamné le Rwanda dans cette agression. Comme vous le savez, on ne voit pas comment Kabila a condamné le Rwanda, ou Nanga a condamné le Rwanda, ou même Katumbi condamné le Rwanda, qui est leur principal allié. Donc, quand on comprend la situation sous cet angle-là, on comprend que ce dialogue-là était étouffé dans l'œuf et qu'il n'y avait pas moyen d'accorder des points de vue pour pouvoir avancer. Donc, on est content que le président Tshisekedi ait tenu ses positions et puis qu'on en soit rendu là et puis qu'on n'en parle plus de cette affaire de dialogue. Et pourtant, quand l'ECC vient aujourd'hui pour nous dire que la seule façon de pouvoir avancer, la seule façon de pouvoir parler de changement ou modification de la Constitution, c'est de commencer par le dialogue, ça n'étonne personne quand on sait qu'ils sont des associés de l'Église catholique et que leur cahier de charges à cet effet ne souffre d'aucune comment je pourrais dire disons ne souffre d'aucune leur position est inébranlable et qu'ils veulent à tout prix que c'est ça ou rien et que le gouvernement doit fléchir puis les laisser organiser un dialogue qui risque de nous amener nulle part puisque c'est pas ce dialogue-là qui va faire en sorte que les Rwandais quittent la République démocratique du Congo. C'est pas ce dialogue-là qui va changer quelque chose quand bien même on sait très bien que le tireur de ficelle, c'est le Rwanda et que le Rwanda ne peut pas, viendra avec des exigences à travers ces pantins qui vont réclamer des choses par rapport au Rwanda. Souvenez-vous ce qu'a dit le Rwanda cette semaine, encore une fois. Ils ont dit, eux, ils ne peuvent pas quitter la mine des Rubaya. S'ils veulent, il faut qu'il y ait un dialogue qui puisse dialoguer entre le président Tshisekedi et Paul Kagame et qu'à ce moment et à ce moment seulement, ils pourront se partager les revenus de cette mine-là pour qu'eux aussi puissent se retrouver puisqu'ils ne peuvent pas juste tout abandonner puis s'en aller puis laisser le Congo bénéficier de tout ça tout seul. Sauf que ça fait plusieurs années qu'ils exploitent cette mine-là de façon unilatérale et puis sans l'accord du Congo. Et que c'est comme un voleur qui arrive chez vous, puis qui vous vole, puis un jour, vous vous battez contre lui pour récupérer vos biens, puis il va vous dire que non, pour que je puisse partir, accepter qu'on puisse partager ce bien, puis à ce moment-là, je pars. On oublie qu'il s'agit d'un voleur. C'est pas une association qui a été établie au départ pour dire qu'à la fin, c'est une entreprise qu'on a débuté ensemble et que si on doit se séparer, on se sépare en nous partageant le bien. Ici, il s'agit, le Rwanda est un voleur qui est arrivé au Congo pour détourner, voler nos biens, puis arrivé pour nous dire que pour qu'eux puissent enlever leurs soldats du sol congolais, qu'eux puissent quitter Rubaya, il va falloir qu'on se partage les retombées de cette mine-là, puis à ce moment-là, eux, ils vont partir, puis ils vont devenir comme des partenaires de façon officielle. Foutaise. Donc, vous comprenez très bien comment c'est impossible que le Congo puisse continuer à œuvrer pour travailler ensemble avec des gens qui ne veulent que le chaos, qui veulent que continuer à profiter du Congo. Vous avez vu encore une fois cette semaine
Rubio, qui est allé au Congrès, puis qui a parlé d'une date butoir la mi-juillet pour que les soldats rwandais aient quitté le territoire congolais. Mais ce qui s'en est suivi, puis apparemment le Rwanda a dit qu'elle n'allait pas quitter, puisque sa position a toujours été claire, selon le Rwanda, que tant que les FDLR ne seront pas neutralisés, eux, ils ne vont pas quitter le territoire congolais. Comment on va neutraliser le FDLR qui sont dans des zones sous influence du Rwanda présentement? C'est souffler le chaud et le froid en même temps, puisque si les Rwandais étaient sincères, ils commenceraient par se retirer, et puis à ce moment-là, puis demander que le Congo occupe tous les territoires qui sont sous influence du M23, puis à ce moment-là, ils pourront faire le reste du travail. On ne pouvait pas demander aux Congolais de vous livrer des gens qui sont dans des zones sous votre influence. Vous comprenez très bien qu'on va tourner en rond par rapport à ça. Mais toujours est-il que nous, de notre côté, on va regarder du côté des Américains. Puis ils nous ont dit la mi-juillet, puis on va regarder. Puis la mi-juillet, c'est quoi? Dans 1 mois et 1 semaine. Puis on verra si le Rwanda aura quitté le territoire congolais ou pas. Et si le Rwanda ne quitte pas, qu'est-ce que les Américains vont faire? C'est ça qu'on va regarder. Un dernier point, un peu plus léger, puis j'en ai parlé, je pense, hier et avant-hier. Hier, d'abord, puisque Fally Ipupa a été décoré et a été fait chevalier des lettres dans les ordres nationaux du Congo, et que c'est une distinction qu'on offre à non plus vaillants des Congolais qui se sont distingués dans un domaine quelconque. Et dans ce cas précis, c'est dans le domaine de la musique. Et on lui souhaite beaucoup de chance pour son avenir, puis qui continue à porter l'étendard de notre rumba au plus haut des sommets de la musique dans le monde. Et qu'on arrive à ne pas polémiquer là-dessus. Puis c'est un honneur qu'un Congolais a aujourd'hui, puis demain ce serait quelqu'un d'autre. Et par rapport à ça, nous devons que l'en féliciter. Mais ce qui est intéressant pour moi, je l'ai souligné hier, c'est le fait que Fally soit décoré. Ça démontre clairement, en fait, c'est un signal fort envoyé à la jeunesse qui est pour leur dire qu'on peut partir de rien, puis bâtir une entreprise prospère, et puis s'en sortir dans la vie, sans tout le temps continuer à se plaindre que mes parents n'ont pas fait ceci, mes parents n'ont pas fait cela, puis si j'en suis aujourd'hui dans la misère, c'est à cause de mes parents ou à cause de telle ou telle personne. On peut voir que Fally Ipupa est parti de rien, puis il a tout fait tout seul, puis aujourd'hui, il est ce qu'il est. Ce qui est important, c'est un message qu'il envoie aussi à la jeunesse que c'est par le travail qu'on atteint des objectifs qu'on se fixe. Et surtout qu'il faut travailler plus que tout le monde pour pouvoir avoir des résultats exceptionnels. Si Fally n'était pas un travailleur acharné, je ne pense pas qu'il aurait pu atteindre ces sommets. C'est de par son travail qu'il en est rendu là. Dans tous les Congolais, on les félicite, puis on les remercie pour tout ce qu'il fait pour faire rayonner la culture congolaise. Donc voilà, ce dimanche, ce que j'ai voulu partager avec mes compatriotes, puis avec les amis du Congo, pour qu'on puisse faire avancer ce Congo. Puisque ce Congo, c'est notre bien à tous, et le Congo, c'est ça qui nous permet de pouvoir carburer au quotidien. C'est ça qui va nous permettre d'avancer, puis c'est ça qui va nous permettre d'avoir un pays où il fait beau vivre, un pays béni des dieux, avec tous ces minéraux qui sont déversés
sous le sol du Congo. Et cette terre bénie où pousse presque tout. Donc, on est tout content d'avoir ce pays. Puis, on doit tous nous mettre ensemble pour le défendre du mieux qu'on peut. Bonne journée à tout le monde et surtout, bon week-end.